Elle est pieds nus. Il a gelé toute la nuit. Laetitia! 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 Salut, c'est Laetitia. Je suis pas là. Laisse-moi un message et je te rappellerai. Répondeur. Salut, c'est Laetitia. Je suis pas là. On a tous entendu parler de l'affaire Laetitia ou l'affaire de Pornic. Laetitia Perret disparaît une nuit de janvier 2011. Cette Nantaise de 18 ans a été enlevée et assassinée par Tony Mélion, depuis condamné. Dans Laetitia, mini-série diffusée sur France 2 les 21 et 28 septembre, à voir dès maintenant sur la plateforme de France TV à partir de vendredi, le réalisateur scénariste Jean-Xavier de Lestrade raconte la vie avant le fait divers. Jean-Xavier de Lestrade, c'est déjà un Oscar du meilleur documentaire pour Un coupable idéal, c'était en 2002. Un prix Albert Londres avec son frère pour la justice des hommes sur le génocide rwandais. Et des films remarqués à partir d'affaires criminelles et judiciaires, comme l'affaire Véronique Courgeot, dite des bébés congelés, en 2009. 2 ans plus tard, un film sur l'affaire Viguier, ce professeur de droit de Toulouse, accusé à tort d'avoir tué sa femme. Il sera par la suite innocenté, que notre invité traduira en fiction. C'est La disparition. En 2014 encore, il réalise pour Arte une série sur l'adolescence, 3 fois Manon, fille Pondor, fille pas d'or de la fiction, suivie de Manon, 20 ans. Bonjour Jean-Xavier de Lestrade. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Pourquoi Laetitia? Est-ce que ce prénom vous tournait dans la tête depuis quelques années déjà, depuis cette nuit 2011 de sa disparition? En fait, pas du tout. Il se trouve que vous avez rappelé certains films que j'ai réalisés et j'étais en train de préparer La disparition. Et en fait, qu'en préparant un film, souvent, on est un peu dans un comportement presque d'autiste. On est absolument concentré sur son travail. Et quand Laetitia a disparu, et quand l'affaire... Enfin, vous avez dit au début l'affaire Laetitia. En fait, au début, c'est l'affaire Tony Mélion. C'est la disparition de Laetitia qui devient l'affaire Tony Mélion. Elle ne devient affaire Laetitia que quasiment à la publication du livre de Yvan Jablanca. Parce que c'était précisément le but étant de ne plus réduire Laetitia à sa mort, mais de la redécouvrir sa vie. Mais effectivement, pour revenir à votre question, non, je n'avais pas entendu parler à ce moment-là, pas du tout. C'est quelque chose qui ne m'avait pas marqué. Il y avait quand même son visage, qui avait, celui de Laetitia, fait la une des journaux. Oui. Il avait montré dans les marches blanches aussi à ce moment-là. Peut-être vous le dites, passé à côté parce que vous étiez dans une autre affaire là encore, à rebondissement, comme le sont souvent ces affaires criminelles ou judiciaires. La disparition, donc, c'était l'affaire Viguier, avec un premier procès, puis un deuxième, où le professeur sera innocenté. Cette affaire, donc, elle va vous toucher à travers un livre, dites-vous, celui de l'historien Yvan Jablanca. C'est un livre avec une forme déjà assez particulière qu'il a voulu lui donner, où il s'attache à raconter l'histoire de cette jeune femme, Laetitia, ou la fin des hommes. Laetitia, assassinée donc en janvier 2011. Le livre de Jablanca a été pour vous la bonne entrée. On va essayer de comprendre en quoi. Écoutons Yvan Jablanca qui a pris le parti, dit-il, de renverser dans ce livre les perspectives. J'ai essayé de renverser la perspective habituelle. Quand on parle d'un fait divers, on est centré sur le crime, c'est-à-dire la mort, la violence extrême, et aussi la personnalité du meurtrier. Et c'est d'ailleurs quelque chose de bien plus vaste que le simple fait divers. On se souvient principalement des bourreaux et des meurtriers, qu'ils soient des dictateurs, des terroristes ou encore des serial killers. J'ai voulu renverser la perspective et m'intéresser à la victime, certes, mais au-delà d'elle,
aux disparus, aux gens qui se sont volatilisés parce qu'ils ont été en quelque sorte anéantis par le crime qui les a fait disparaître. Et moi, c'est une espèce de mission que je me suis fixée, qui est à la fois une mission, on va dire, historienne, mais sans doute aussi morale et bien sûr familiale. Retracer la vie des disparus et les arracher à leur propre mort, non pas pour les faire revivre, ça n'a pas de sens, mais pour les rétablir dans leur singularité, dans leur dignité. Voilà, s'intéresser aux disparus, et ils sont nombreux. Elle a réapparu, Laetitia. Hein. On peut peut-être raconter tout de suite la fin de l'histoire pour en revenir à ses débuts et à cette vie d'avant que vous avez souhaité raconter. La fin de l'histoire, vous voulez dire? Sur l'affaire, Laetitia. Son corps a été retrouvé. Oui, oui, bien sûr, son corps a été retrouvé. Mais je voulais juste rebondir peut-être aux propos de Ivan Jablonka, parce que ça, il faut bien l'avoir en tête, il faut bien le comprendre. C'est vrai que, et j'insiste là-dessus, c'est vrai que le drame des victimes, il est double. Le drame des personnes comme Laetitia qui ont été assassinées, elles sont d'abord réduites à leur mort. Leur vie, c'est leur mort. Leur vie est réduite à leur mort. Et ça, comme l'a très bien dit Yvan, c'était son but de la faire revivre. Et moi, j'ai pris un peu son chemin. C'est-à-dire qu'il fallait relever ce défi de la rendre à nouveau vivante. Et donc, à travers de raconter sa vie. Et précisément, je ne me suis rien interdit dans la série, sauf précisément de montrer sa mort. C'est une affaire qui est résolue, c'est ça que j'essaie de dire dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elle est disparue, mais on sait ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est pour ça aussi que vous pouvez, vous, dérouler le fil à l'envers. C'est-à-dire comprendre quelle a été sa vie d'avant, sans pour autant, et je ne sais pas ce que vous en pensez, tenter de montrer un certain déterminisme. C'est-à-dire que ce n'est pas l'explication, le déroulé des faits que vous racontez. C'est une vie avant le drame. Oui, c'est vrai que souvent les faits divers qui fascinent le plus sont des faits divers dans lesquels ce qui s'est passé autour, les circonstances du meurtre restent mystérieuses. Enfin, le mystère repose là-dessus. Dans l'histoire de Laetitia, dans l'affaire Laetitia, l'affaire est résolue en 48 heures. On arrête le meurtrier, les preuves sont réunies très rapidement, il passe aux aveux, quasiment aux aveux. Donc le mystère, il n'est pas là. Le mystère, il est dans la vie de Laetitia. Donc qu'est-ce qui pousse une jeune fille comme elle à une journée, une nuit, braver tous les interdits que jusque-là, elle n'avait jamais bravé. Et en fait, l'enquête n'est pas sur le fait divers, effectivement, mais l'enquête, elle est sur Laetitia et sa sœur, Jessica. Le film, le vôtre, Jean-Xavier de Lestrade, commence presque sur la disparition. Laetitia qui vit en famille d'accueil avec sa sœur Jessica, qui travaillait comme serveuse dans un restaurant d'un hôtel. Un matin, sa sœur retrouve devant la porte de la maison son scooter, renversé, avec juste une chaussure. Laetitia a disparu. Alors comment on fait quand on est réalisateur, scénariste, d'un fait divers, un récit de vie? Par quoi passe-t-on? C'est une écriture qu'on imagine très particulière. Cette patte Lestrade à l'écran que j'évoquais en ouverture, c'est-à-dire cette possibilité que vous vous êtes toujours accordée ou autorisée de montrer et d'associer des éléments filmiques qui font sens, c'est-à-dire à la fois des mélanges d'interviews, d'archives et de reconstitutions. Là, vous n'avez pas choisi d'en passer par là pour Laetitia. Pourquoi vous avez choisi cette forme simple, pas la forme du docu-fiction? Parce que je pense que c'était la forme la plus adaptée pour raconter Laetitia. De la fiction? De la fiction pure, oui. De la fiction pure et dure, avec malgré tout quelques petits morceaux d'images d'archives, de journaux télévisés, de reportages radio aussi, qui sont, eux, des éléments très concrets, très réels, et qui bornent un tout petit peu la fiction. Mais pour le reste, c'est la fiction
pure. Parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, le but était vraiment de rendre, quelque part, de rendre une forme de vie à Laetitia. Et pour ça, il fallait passer par vraiment la forme fictionnelle et le romanesque. Et donc s'autoriser à rêver d'elle, à entretenir un dialogue intérieur avec elle, à l'imaginer, donc à lui parler. Et donc, avec Antoine Lacamblaise, le scénariste avec qui je travaille depuis presque 10 ans, on s'est autorisé ça. On s'est autorisé à vraiment imaginer des scènes qui nous paraissent crédibles, qui auraient pu se passer, mais qui sont des scènes de pure fiction. Mais c'est ce dialogue-là qui s'instaure avec quelqu'un qui a vécu, mais qui n'est plus là, qu'on ne peut plus rencontrer, mais qu'on arrive malgré tout de même à rencontrer à travers les témoignages de ceux qui restent, et puis les dossiers, l'enquête de gendarmerie qui a été faite, qui laisse beaucoup de traces aussi. Ça lui a été reproché déjà à l'historien Jablonka, cette forme un peu romanesque sur un fait divers. Vous comprenez que ça puisse a priori choquer de vous entendre dire ça, cette possibilité d'inventer un dialogue avec une personne disparue? Oui, peut-être. En même temps, je pense que c'est notre liberté de créateur. Sinon, c'est pas parce qu'on part d'une histoire vraie, de faits réels, qu'on doit absolument se limiter à ce qui est documenté à 100%. L'idée n'est pas de faire une imitation du réel. Ou alors, il y a la forme documentaire. Ça, c'est très bien. Mais si on passe par la fiction, c'est pour aller plus loin, pour toucher les gens autrement, pour les embarquer autrement dans une histoire qui, si on la regarde à plusieurs entrées, on voit tragédie sur tragédie, drame sur drame. Et donc, pour rendre presque les choses plus abordables, presque plus sensibles. Je pense que le vecteur de la fiction et du romanesque sont nécessaires. Alors, autre question de forme, c'est une série, une mini-série en 6 épisodes, parce que c'est une tragédie, comme vous le dites, une tragédie en 6 actes. Oui, c'est presque... En fait, c'est une série, parce que voilà, effectivement, ça s'est découpé en 6 épisodes, mais presque pour moi, c'est un film. C'est un film qui, pour les besoins de la diffusion, sont découpés en 6 tranches. Mais c'est presque un seul élan. Après, c'est vrai qu'il y avait une question de durée. Si on veut comprendre cette histoire, enfin, si on veut y trouver un sens... Tout à l'heure, vous avez parlé de fatalité. Y a-t-il une fatalité? Non, évidemment, il n'y a pas de fatalité à ce que un jour, Laetitia rencontre Tony Meillon sur une plage et que cette rencontre finisse par une explosion de violence. Non, il n'y a pas de fatalité à ça. Il n'y avait pas une fatalité à ça. Mais pour arriver à cette conclusion, pour essayer de comprendre ça, ça prend du temps. C'est dans les méandres et la complexité de chacun des personnages qu'on peut arriver à recréer du sens là où apparemment il n'y a que le chaos et la purdité. Et c'est une héroïne tragique pour vous, Laetitia? Oui, c'est d'ailleurs, je suis vraiment très attaché à ça, au sens que il faut cesser de voir Laetitia et sa sœur aussi, sa sœur jumelle Jessica, il faut cesser de les voir comme des victimes. Oui, elles ont été victimes de certains faits graves, et Laetitia, elle a été victime d'un meurtre, mais elles ne sont pas que ça. Avant d'être victimes, c'est quand même des héroïnes du quotidien, des héroïnes qui ne font pas de choses apparemment spectaculaire, mais quand on regarde le parcours de Laetitia, de là où elle vient, si on observe son enfance, tout ça, et jusqu'où elle est arrivée, on ne peut être qu'admiratif
et se dire oui, là c'est une véritable héroïne et une héroïne tragique parce que voilà, la mort vient la faucher au moment où elle prenait son envol. Mais cette mort, si on se souvient d'elle comme étant une héroïne, cette mort n'est pas inutile. Dès que je peux, je me casse. Sérieuse? Ah ouais? Ah ouais? Je te jure. Je sais pas, c'est trop bien quand tu te dis ça y est, c'est ma vie. Elle commence. Elle est à toi. Tu veux sortir, tu sors. T'as rien à expliquer. Et puis, t'es tout seul chez toi. T'as personne pour te regarder si tu te mets les doigts dans le nez. Ouais. Et tu manges la crotte après. Ah! C'est dégueu. Tu te couches quand tu veux. Tu mates ce que tu veux à la télé. La belle vie, non? Tu mets la musique à donf et tu danses toute seule chez toi comme une folle. Ah ouais, truc de fou, hein. Et ce que j'aimerais aussi, c'est inviter des amis chez moi et leur faire à manger, tout préparer, une jolie table, des bons petits plats. Toi aussi, des moments où t'as plus envie de rien respecter? Ouais. Carrément. Comment ils sont relous avec leurs bonnes manières. Et dès qu'ils peuvent, ils te font la morale, genre... moi, je suis un mec bien. Mais la vérité, c'est que c'est que des mots. Ils disent pas... Enfin, ils font pas ce qu'ils disent. Laetitia, c'est une jeune fille d'aujourd'hui qui a des amis, qui bosse, qui écrit son journal intime sur des feuilles d'école, qui commence à s'intéresser aux garçons et qui rêve de se casser, comme elle dit, de vivre sa vie sans avoir de compte à rendre, qui rêve d'autonomie. On entend dans cet extrait aussi les premières fêlures. C'est-à-dire que contrairement au premier témoignage où l'on pense que tout va bien dans sa vie, ce que dit aussi l'homme, le père de la famille d'accueil, que c'est une jeune fille sans histoire, elle a visiblement des blessures ou des raisons d'avoir envie de s'échapper de cette vie qu'elle a sur le moment et d'écrire sa propre vie. Du coup, vous allez mener un vrai travail d'enquêteur, vous allez chercher à comprendre qui était cette jeune fille, quelle était sa vie d'avant. Oui, c'était tout le but de la série et du projet, c'était d'approcher au plus près Laetitia et d'essayer de comprendre, au fond, est-ce qu'on peut échapper à un destin qui est à ce point inscrit dans la tragédie, au fond. J'en reviens à cette notion de fatalité. Est-ce que Laetitia devait-elle finalement finir de cette manière, obligatoirement? Or, c'est vrai que quand on regarde, c'est ça qui me touchait aussi beaucoup dans cette histoire, c'est que quand on regarde sa vie, elle est marquée sous le sceau de la tragédie, oui, et en même temps, chez elle, il y a une pulsion de vie, il y a une pulsion il y a quelque chose qui est prêt à s'ouvrir, à dévorer la vie, qui est extraordinaire, malgré tout ce qu'elle a vécu. Alors pourquoi? Par quoi est-elle passée? Et en même temps, à l'intérieur, parce que tous les enfants qui ont été victimes de violences dans leur enfance, de violences répétées, qui ont grandi dans un climat d'insécurité affective, qui ont grandi dans la peur et sous forme de terreur. Ces enfants-là, ils ont toujours, en grandissant, ils ont toujours ça au fond d'eux, ils ont toujours cette fragilité extrême. Et le monde des adultes, on a envie d'y entrer, et en même temps, comme on vient d'entendre dans l'extrait, c'est un monde de mensonges. Est-ce qu'on peut se fier à ce monde-là? Est-ce que finalement on a envie d'habiter dans ce monde-là? Et pour Laetitia, alors qu'elle prenait son élan, c'est vrai que à ce moment-là, dans sa vie, dans sa propre famille d'accueil, elle avait cette personne qui était censée poser la loi,
poser la vérité, qui était en fait en train de la transgresser de la manière la plus abominable. Voilà. Et qui va être rattrapé pour ses actes pédophiles. C'est vraiment une image de l'adulte qui se fissure. Hein. Cette figure d'autorité, notamment celle des hommes, celle des pères, que montrait déjà bien Yvan Jablonka dans son livre et que vous montrez à travers ce film, comment s'y fier quand tout derrière part en vrille quelque part, et elle est dans cette hésitation permanente. C'est un très beau film sur les femmes aussi, c'est un très beau film sur ce que c'est qu'être une jeune fille qui s'apprête à devenir femme, et sur cette possible construction ou reconstruction permanente quand cette enfance a été blessée. Hein. Oui, et singulièrement, c'est ce moment-là où Laetitia commence à avoir des histoires d'amour, à s'ouvrir, à rencontrer des garçons. Donc elle rencontre l'altérité et elle rencontre le masculin. Elle a des histoires qui sont des histoires banales, adolescentes, et qui se passent plus ou moins bien, enfin qui se passent plutôt bien même. Et en même temps, elle a sans cesse grandi dans un monde où toutes les figures masculines ont été pour elle j'allais dire déceptive, non pas déceptive, mais d'une violence inouïe. À commencer par son père biologique, qui viole sa mère, quasiment devant ses yeux. Et donc, c'est vrai que et tout à l'heure j'ai employé le terme d'héroïne, mais Laetitia, c'est une héroïne, et c'est aussi une sorte de résistante. Laetitia et Jessica sont des résistantes. Et moi, une des images les plus fortes que j'ai tout le temps, c'est qu'au fond, je me dis, Laetitia, pourquoi elle meurt, Laetitia ? Pourquoi elle est assassinée ? En fait, elle est assassinée évidemment parce que elle a suivi Denis Meillon, et pourquoi elle l'a suivi ? Parce qu'il y a eu tout ce passé dans sa vie, ce passé de violence, mais aussi, et d'abord, parce que après la rencontre avec Denis Meillon, elle lui dit directement, tu n'avais pas le droit de me faire ça. On ne me fait pas ça à moi. Et donc tu as enfreint la loi. Et c'est moi qui vais te le dire. Et je vais porter plainte. Et je vais le dire aux autres. Et donc c'est parce que ça, c'est un acte de courage inouï de sa part. Et c'est parce que, voilà, j'ai un peu le terme de résistante, il y a ça chez elle, très fort. C'est aussi une histoire de sororité, et vous avez un frère dont vous êtes très proche, exactement, Jean-Xavier de Lestrade. Vous avez retrouvé dans cette relation de Laetitia avec sa sœur Jessica la force des jumeaux, peut-être de cette jumélité. On a l'impression qu'elle se bat, et elle vit aussi pour sa sœur. Hein. Oui, c'est vrai que la relation que j'ai avec mon frère, qu'on a eue surtout pendant l'enfance, on était extrêmement liés, on formait une sorte de couple où on n'avait pas besoin de beaucoup de mots pour communiquer. J'ai vraiment retrouvé ça chez Jessica et Laetitia. Vous l'avez rencontrée, Jessica ? Oui. La sœur de Laetitia ? Oui, en fait, le projet de série ne pouvait pas se faire sans qu'on la rencontre et sans avoir son accord. C'était impensable. Et au fond, c'est vrai que une des premières choses que je lui ai racontées à Jessica quand je l'ai rencontrée, je lui ai parlé de ma relation avec mon frère. Il nous est arrivé avec une histoire quand on était très petit où pendant 4-5 minutes, j'ai eu l'impression de perdre mon frère, qu'il allait disparaître, et pendant ce laps de temps, je crois que j'ai un tout petit peu approché du sentiment qu'a éprouvé Jessica à la mort de Laetitia, et qu'elle éprouve toujours de toute façon, parce que ça ne se répare jamais. Invité de cette grande table des idées jusqu'à 13h30, le réalisateur et scénariste Jean-Xavier de Lestrade, à l'occasion de la diffusion sur France 2. Ce sera les 21 et 28 septembre de sa série en 6 épisodes, Laetitia. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Laetitia, c'est aussi une histoire française, une histoire sociale que vous racontez avec différents volets, des pans très particuliers, judiciaires, politiques et criminels, on l'évoquait. C'est l'histoire de Laetitia, mais on ne peut pas parler d'elle, victime, résistante, héroïne, sans parler de l'assassin, de Tony, qui est aussi présent dans le film. Je le disais, vous avez mené un véritable travail d'enquête, vous êtes replongé dans tous les éléments mis à disposition, vous avez rencontré des membres de la famille de Laetitia et Tony dans tout ça. Est-ce qu'on peut se contenter de dire que ce jeune homme qui l'a tué était un monstre? On retourne dans votre série en son avec cet extrait de l'épisode 5. Quand je pense qu'on a fouillé les temps de Sévenay pour rien. Ouais, c'est le boulot. C'est pareil ce truc avec le manchot là, le temps qu'on a perdu. Vivement qu'on trouve l'autre bout du corps et puis qu'on se casse, franchement. Plus vite je me tire d'ici, mieux ce sera. C'est quand même des animaux. Ah, tu vois, Béraud, ce que tu dis là, ça me dérange de l'entendre. Laetitia, c'est pas seulement cette fille démembrée dont on parle dans les médias. Moi, j'ai besoin de savoir qui elle était, vivante. Et quand on parle d'elle, qu'on lui rende un petit peu la vie qu'elle a vécue. Et que comme ça qu'on pourra comprendre vraiment ce qui s'est passé. Moi, un truc pareil, je refuse de comprendre. Pas moi. Ah, c'est un des temps forts de la série, ce moment aussi où l'adjudant-chef discute avec un collègue et dit, comme vous, qu'il la cherche à comprendre, qu'il ne peut pas se suffire d'un terme qui étiquette et qui réduit ce mot de monstre. On avait rencontré ici autour de cette grande table un avocat, Thierry Ilouz, qui avait écrit « Même les monstres ». Il racontait pourquoi défendre tout le monde, même ces pires criminels, ceux qu'on a tendance à qualifier facilement de monstres, parce qu'il cherchait à voir aussi derrière les visages, derrière les masques, comprendre quelle vérité, quelle histoire se jouait, en estimant qu'un acte seul, ça n'existe pas. Là, vous avez aussi fait ce travail de mise en récit. Il a été plus compliqué pour vous d'entrer dans la vie de ce Tony? Paradoxalement, non, pas plus compliqué, parce que, effectivement, ça, c'est quelque chose dont je suis absolument convaincu. Un acte n'est jamais isolé. Un acte a toujours une histoire. Et l'acte abominable, parce que c'est un acte abominable, et l'acte, il est peut-être monstrueux, oui, l'acte de Tony Meillon. Mais lui, Tony Meillon, il a une histoire, il a un passé. Et au fond, quand on examine, quand on déroule le fil de cette histoire, de son existence, on découvre que, enfant, quelque part, il a la même vie que Laetitia. C'est deux destins parallèles, qui sont analogues. En fait, il a une vie d'enfant qui est élevée dans aussi un climat d'insécurité affective, de violence. Il y a un père extrêmement violent et il se met à protéger sa mère. Ils fuient ensemble sur la route, ils se retrouvent dans un foyer avec sa mère. Enfin, tout ça n'est pas détaillé et raconté dans la série, mais l'histoire de Tony Meillon, elle est extrêmement importante pour raconter Laetitia et aussi pour rendre justice à Laetitia, parce que rendre justice à Laetitia, c'est aussi dire la vérité. Et la vérité, c'est que, voilà, Tony Meillon n'est pas un monstre du tout. Tony Meillon, il a une histoire, et pour arriver à cet acte-là, cet acte barbare, c'est tout un chemin de vie qui, sans doute, à plusieurs moments, aurait pu prendre d'autres voies. Certains ont voulu faire de cette affaire Laetitia un symbole. Pourquoi? Comment cette affaire est devenue aussi une affaire d'État? Est-ce que vous jugez aussi aujourd'hui assez durement cette récupération qui a pu être faite par le politique, ou n'a-t-elle pas aussi permis de donner à cette histoire une visibilité? La visibilité, elle était là parce que l'opinion publique, a été touchée immédiatement et bouleversée, parce que on rejoint des figures un peu archétypales et une certaine presse, en tout cas, ne s'est pas privée de montrer que, voilà, d'un côté, effectivement, on avait un monstre, de l'autre côté, on avait une victime innocente, une jeune fille de 18 ans, voilà. Et là-dessus, le politique s'en est mêlé,
Moi, personnellement, je trouvais le discours absolument odieux parce que c'est un discours extrêmement simpliste qui surfe sur l'émotionnel et qui va toujours dans le même sens où, au fond, la responsabilité, on la met sur les juges laxistes, les juges qui ne font pas leur travail. Et au final, ça donne quoi comme politique? Ça donne une politique sécuritaire où on demande aux gens justement à l'institution judiciaire d'être plus sévère, d'enfermer plus longtemps. Or, ce que j'ai essayé de montrer dans la série, c'est que la solution n'est pas là. La solution, elle est en amont. Elle est dans la protection des plus faibles. Elle est dans la protection des enfants, la protection des femmes. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est là-dessus que le politique doit intervenir. Voilà, la protection de l'enfance plutôt qu'une énième loi, comme il arrive souvent, un fait divers. Une loi, en l'espèce, c'était sur la récidive. Cette histoire, elle montre aussi la fascination qu'on a pour la complexité humaine. On a vu cet été, à travers les ventes dingues du magazine Society autour de l'histoire du pont de Ligonnès, notre besoin de comprendre ou de savoir, d'éclairer ces mystères. Pourquoi, pour vous? Pour éclairer aussi un peu mieux ce qu'est la nature humaine? Oui. Au final, on en revient toujours à ça. Oui, on en revient toujours à ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours une fascination pour ceux qui ont qui ont transgressé. Parce que derrière chaque fait divers, derrière chaque crime, il y a une transgression. Et il y a un être humain qui a commis cette transgression. Et or, nous avons tous, en tant qu'êtres humains, nous avons tous en nous des pulsions qui sont de cet ordre-là, qui sont alors on y met des barrières, on contient, mais ceux qui ont osé, entre guillemets, qui ont commis la transgression, forcément, ça attire, ça fascine, mais ça permet aussi une forme, pour reprendre un terme grec, cathartique, parce que que quelqu'un l'ait commis, quelque part, ça soulage aussi. Et oui, il y a, mais de toute façon, les mythes, si on regarde les mythes grecs sur lesquels presque une bonne partie de notre culture s'est construite, ils fourmillent de faits divers. Et on invitera aussi les auditeurs à revoir, pour comprendre l'Amérique d'aujourd'hui, votre film, Un coupable idéal. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'était un film qui vous a demandé énormément de travail. Là encore, vous avez pris le temps de comprendre cette histoire-là, de cet adolescent noir accusé à tort du meurtre d'une touriste, et qui dit beaucoup encore de ce qui se joue, de ces fractures non réparées, non résolues dans l'Amérique d'aujourd'hui, en espérant qu'une chaîne ait la bonne idée de le diffuser ou rediffuser. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous pour évoquer cette série, donc Laetitia, qui sera diffusée sur France 2 à partir du 21 septembre. Jean-Xavier de Lestrade, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Mathilde Tanfourcade, Henri Leblanc, Henriette Delacroix, Jean Bulot, avec l'aide précieuse de Madeleine Martineux et d'Anouk Delfino. La réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau.